Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très content d'être ici à l'université Kadi Hayat de Marrakech. Et j'aime maintenant vous remercier de cette présentation que vous venez de faire, mais aussi la lettre que vous m'avez envoyée, dans laquelle vous me disiez que, d'accord avec les souhaits de la professeure de votre université, Madame Saba Abdoulassam, vous avez eu la gentillesse de m'inviter dans cet cycle de conférences que vous avez fait, dans lequel j'ai eu de très importants prédécesseurs d'ailleurs. Et donc, merci beaucoup. Vous êtes la plus haute autorité. Maintenant, je dois vous dire que ce sont seulement les autorités académiques que je respecte, ou je respecte spécialement. Monsieur Wali, Monsieur le maire, très cher ami, très distingué ami, et il a eu beaucoup d'influence dans ma vie. Edgar Morin, cher conseiller, subdirecteur général de l'UNESCO, etc., et ami de toute la vie. C'est en plus une personne qui parle en castillan magnifique, Alberto Sasson. À tous les élèves, les étudiants, les professeurs, à tous ceux qui sont aujourd'hui, merci beaucoup parce que je pense que nous sommes dans un moment très important. C'est le premier, peut-être, moment dans lequel on peut envisager un changement radical de les tendances présentes. Le passé est déjà écrit. Nous devons en tirer les leçons du passé. Mais notre grande responsabilité est inventer un avenir différent. Ça, c'est notre grande responsabilité. Et maintenant, pour la première fois, ça c'est possible. Parce que jusqu'à maintenant, nous étions invisibles, les citoyens. Nous étions toujours sur un pouvoir absolu masculin et nous étions anonymes, nous étions silencieux, nous étions obéissants. Et maintenant, depuis quelque temps, nous sommes dans l'ère digitale, qui a beaucoup d'aspects aussi à avoir en caution, mais que nous permet de nous exprimer, de participer. Donc, pour la première fois, nous pouvons maintenant, oui, nous pouvons dire, c'est par l'éducation. Donc, par être libre et responsable. Ah, ça, c'est la définition magnifique d'éducation de l'article 1er de l'acte constitutif de l'UNESCO. Ce qui est éduqué, c'est la personne qui est libre, qui agit d'accord avec sa propre réflexion, avec sa propre vision. Ça, c'est très important. Agir, être maître de vous-même et être responsable. Savoir que autrui est si important, plus important peut-être que vous-même. Chers amis, quand je pense aux grands défis du système, du mystère de l'existence humaine, et je commence déjà à utiliser un mot, que c'est un mot de Edgar Morin, le mystère en majuscule, quand je pense que c'est avec l'espoir de que chaque être humain, c'est un autre mystère, est capable de créer. Quelle merveille! Ça, c'est notre espoir. Chaque être humain est capable de créer, d'imaginer, de s'anticiper, de réfléchir. Donc, quand je pense à cet passé qui maintenant peut avoir des changements radicaux, quand je pense que c'est par l'éducation qu'on peut aujourd'hui, étant libre et responsable, on peut faire face à tous ces défis, c'est au moment dans lequel, et vous devez me permettre ça, je pense à tous ceux qui ont eu une influence spéciale dans ma propre vie pour donner à l'éducation cette valeur définitive pour faire face à l'avenir. Et je pense
à la sagesse de ma mère et de mon père, les deux n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école. Ah, mais écoutez, il y a plusieurs personnes qui ont eu la possibilité d'accéder au plus aux endroits éducatifs et ils n'ont pas la sagesse, cette capacité extraordinaire de passer quelles sont les grandes valeurs sur lesquelles nous devons tous essayer d'agir. Je pense aussi à mon professeur de philosophie, je pense en vérité à tous les professeurs que j'ai aimés, la philosophie c'est tellement important. C'est une autre chose que maintenant quand je vois qu'on fait, parce qu'on a l'influence dans mon propre pays, on a l'influence de les visions éducatives des institutions comme la OECD qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Mais c'est ça, ce que maintenant nous sommes en train de regarder. Donc, à ce moment, quand on est en train de diminuer la philosophie au lieu de la croître, quand on est en train de réduire les enseignements artistiques, c'est très important, je viens de le dire, la capacité, ces deux mesures créatives qu'a chaque être humain est notre espoir. Donc, comment nous devons favoriser cette créativité par l'enseignement artistique? Donc, je pense que tout ce que pendant ma vie m'ont convaincu par la philosophie, par l'enseignement artistique, de cet aspect important de l'éducation, je dois aujourd'hui aussi vous dire que je pense à eux. Et je pense aussi à un professeur, c'est un professeur de biochimie, un grand professeur. C'était Hans Krebs, le professeur du cycle de Krebs, très fameux. C'est lui qu'un jour m'a dit à Oxford, m'a dit, acquérir la connaissance, la découverte, c'est voir ce que les autres peuvent voir aussi et penser ce que personne a pensé. Vous voyez, c'est la force. C'est la force une fois de plus. Nous pensons que c'est seulement parce que nous avons des machines, des instruments très importants. Ça, c'est très aussi important. Mais il faut penser ce que personne n'a pensé. Et de cette manière, nous avançons dans la connaissance. Donc, je pense aussi aujourd'hui, quand je pense de la façon d'adresser les défis du présent, je pense au professeur Krebs. Et je pense aussi au prédécesseur, à mon prédécesseur à l'UNESCO, un Sénégalais très sage, qui s'appelle, il vit encore, Amadou Mahtar Mbow. Et je pense parce qu'il avait dans son cœur toute l'Afrique. Il avait dans son cœur toutes ces races, tous ces pays de citoyennes qui ont été vendus. Et il souriait parce qu'il pensait que nous étions en train de changer le passé et être dans une ère différente. L'ère de la citoyenneté universelle, l'ère de la solidarité. De la solidarité intellectuelle et morale. Ça, c'est à nouveau l'acte constitutif de l'UNESCO, qui nous parle de que être solidaire, oui, partager, oui, mais pas seulement avec les biens physiques, les biens matériels. Il faut aussi partager une chose que maintenant, que la longévité nous permet de l'expérience de chaque personne. C'est un trésor, c'est un trésor. Moi, je me rappelle quand je suis allé, précisément, vous avez mentionné, Severo Ochoa, le grand prix Nobel d'Espagne, de la biomédecine. Et je suis un jour arrivé à l'université de Stanford, aux États-Unis. Et on voyait l'image d'une personne déjà âgée et disait, ne nous niez votre expérience. Nous avons besoin de l'expérience. L'expérience de chaque personne, c'est un trésor, parce que c'est le bilan des succès et des échecs. Donc, permettez-moi de rappeler aujourd'hui aussi à toutes ces personnes qui ont laissé dans ma vie un impact et qui maintenant ne sont plus là. Je vais immédiatement
penser à une personne que connaît très bien aussi Edgar, c'était José Vidal Beneito. Pépin Vidal Beneito, quel personnage! Quel personnage! C'était la personne de la liberté, la lutte pour la liberté et pour la responsabilité, mais surtout, dans son cas, c'était un grand lutteur, c'était à l'avant-garde de la lutte. C'est pour cela que je me rappelle de lui, mais je me rappelle aussi de Cécile, tel bon ami. Et finalement, chers amis, je dois vous dire que j'ai eu le grand honneur de connaître le maître de l'inattendu. C'était le président Nelson Mandela. Ça a été un des grands honneurs que j'ai eu étant directeur général de l'UNESCO. J'ai appris tellement de choses de ce monsieur qui a été prisonnier pendant 27 ans, les dernières années, dans l'île de les Serpents, là, en face de la cité de El Cabo, Cape Town. Terrible. Et il a fait l'inattendu. Quand il a sorti après 27 ans de prisonnier, il a sorti avec les bras ouverts. Il a sorti avec la conciliation, la réconciliation. Quelle merveille. Donc, je dois vous dire aussi que j'ai beaucoup appris de lui. Mesdames et messieurs, chers amis, étudiants, professeurs, je vous parlais tout à l'heure d'Albert Sasson. Albert Sasson a été aussi professeur au Maroc. Il a été doyen de la faculté des sciences. Et c'est un scientifique, mais c'est un scientifique aussi que depuis très longues années, à l'UNESCO, il a laissé une très très belle expérience de succès, précisément parce qu'il a démontré que la connaissance est importante. Mais que la connaissance est importante, mais c'est la façon avec laquelle nous contribuons à la connaissance sans se penser jamais. Et maintenant, il semble que c'est la chose la plus importante, les applications de la science. L'application de la science, c'est très important. Mais pour cela, nous devons avoir la science, nous devons avoir la connaissance. Et je vous parlerai tout à l'heure d'un chapitre d'un livre récent d'Edgar Morin qui précisément traite de la science et de la conscience. Chers amis, avant de vous parler, parce que je pense que la meilleure façon de répondre à cette question, quels sont face aux défis du XXIe siècle, de quelle façon nous devons agir, je vais vous donner comme réponse, la plus grande partie sera de réponses qui a donné déjà Edgar Morin. Parce qu'il est ici, parce que je pense que c'est pour nous tous un grand honneur de l'avoir ici. Mais avant, laissez-moi, avant d'avoir cette clairvoyante réponse, laissez-moi vous dire qu'il y a une responsabilité que je pense que nous devons maintenant transmettre à tous ceux qui sont dans la responsabilité de la gouvernance aux différents niveaux, dès le plus haut niveau jusqu'à les conseils municipaux. Nous devons leur transmettre ce besoin de que, oui, la connaissance est importante, que la connaissance peut donner des ailes de liberté et de responsabilité à tous les citoyens. Mais surtout, nous devons leur transmettre le besoin de que, pour prévenir, il faut connaître, il faut s'anticiper, il faut connaître quels sont les différents niveaux dans lesquels une décision aujourd'hui peut être contraire aux intérêts de la communauté. Donc, moi je pense, et ça je l'ai répété beaucoup, que nous sommes dans un moment dans lequel nous devons essayer de transmettre la communauté académique, la communauté scientifique, la communauté artistique, la communauté intellectuelle. Nous devons essayer d'être jamais soumis, mais oui, à côté de ceux qui ont la responsabilité du gouvernement, parce que nous pouvons faciliter sa tâche. Et que cette tâche, désormais, ne sera une tâche absolue. Pourquoi? Parce que pour la première fois, comme je vous disais tout à l'heure, le peuple, nous le peuple, nous, déjà, nous ne sommes plus obéissants, nous ne sommes plus complètement invisibles, nous ne sommes plus anonymes,
nous avons la possibilité de nous exprimer, donc de participer à la vraie démocratie. C'est la démocratie de la participation citoyenne, pour la première fois dans l'histoire. Et pourquoi? Donc parce que, comme je disais tout à l'heure, nous avons aujourd'hui la possibilité d'exprimer, de manifester nos points de vue, et tout ça doit être un processus qui doit être toujours pacifique, toujours de respect mutuel. Mais nous devons savoir que désormais, le pouvoir absolu, c'est fini. Pourquoi? Donc, à cet égard, je vais vous dire que la raison, c'est que nous n'avons jamais regardé les points de repère qui auraient pu guider le monde d'une autre façon. Je vais vous dire très rapidement quelques documents qui sont, à mon avis, une merveille, comme une boussole pour orienter toutes les citoyennes, qui n'ont été jamais prises en considération. Mais ils sont là. C'est pour cela que j'ai pensé qu'avant de vous montrer les réponses sages d'Edgar Morin, je devais vous dire, écoutez, il faut maintenant dire à tous ceux qui sont dans le pouvoir, de dire, écoutez, regardez, il y a déjà tellement d'expérience, il y a tellement de sagesse, il y a tellement de différentes approches, il y a tellement déjà de différentes civilisations qui ont donné ces réponses. Pourquoi nous n'écoutons pas? Pourquoi nous sommes toujours en train de regarder vers un autre côté? Le premier de ces documents que je voulais vous parler, c'est l'acte constitutif de l'UNESCO. L'acte constitutif, comme vous savez, l'UNESCO, c'est une organisation que c'est la branche intellectuelle du système des Nations Unies. Un système des Nations Unies qui a été une merveille. Il faut reconnaître le président Roosevelt. Après cette guerre terrible, la Deuxième Guerre mondiale était une guerre horrible. Il a dit, non, maintenant il faut faire un dessin différent. Et le dessin différent, c'est que nous devons être tous unis, les Nations Unies, et la Charte des Nations Unies donne à chaque être humain la parole. Elle commence la Charte en disant « nous le peuple ». Il ne dit pas « nous le gouvernement » ou « nous les États », « nous le peuple ». Nous avons décidé d'éviter à les générations montantes l'horreur de la guerre. Donc nous avons décidé de bâtir la paix. Et nous avons décidé de bâtir la paix parce que nous avons désormais dans notre esprit, chaque jour, les générations qui viennent. C'est merveilleux. Donc bien, pour mettre en œuvre, nous, le peuple, nous avons décidé de bâtir la paix et penser aux générations futures. Pour cela, on a créé l'UNESCO, qui par l'éducation, la science, la culture et la communication, devait bâtir la paix. Et je vais vous dire, c'est un document, le préambule, l'article premier, donne tellement de solutions. Quand nous disons comment faire face aux défis, donc voilà, il faut lire ça. Par exemple, elle dit, dans cette constitution, dit, les principes suprêmes, c'est l'égale dignité de tous les êtres humains. Voilà. Si c'est vrai, si nous vraiment sommes capables d'agir dans notre vie, d'accord, avec cette vision, tous les êtres humains égaux en dignité. Quelle que soit femme, homme, quelle que soit d'une couleur de peau ou de l'autre, quelle soit d'une idéologie ou de l'autre, quelle que soit d'une religion ou de l'autre, tous les êtres humains égaux en dignité. Quelle merveille! Mais après dit, l'humanité doit être guidée par des principes démocratiques. Vous voyez comme c'est de l'année 1945, c'est déjà là. Et elle nous dit quels sont les principes démocratiques. La justice, d'abord. La liberté, la solidarité intellectuelle et morale. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit l'article 1er? L'article 1er nous dit que nous devons garantir toujours la libre circulation des idées par le mot et par l'image. Donc, que nous devons favoriser la libre expression de tous les êtres humains. Voilà, article 1er, premier paragraphe. Et un peu plus en avant, on dit, qu'est-ce que c'est être éduqué? Je vous l'ai dit tout à l'heure, être libre et responsable. Un peu plus tard, l'année 48, comme vous savez, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'était déjà quand Roosevelt
était malade de leucémie, comme vous savez. Elle n'a pu pas être présente au moment de la fondation des Nations Unies à San Francisco, l'année 1945, mais elle a dit à sa femme, à Léonore, lui a dit, écoute, il faut tout faire parce que nous devons être guidés par des principes éthiques. Par des principes éthiques. Vous les avez ici. Cette déclaration est une merveille. Comment il faut faire l'éducation? Quand on nous demande ça à l'OSCE, pourquoi nous ne demandons pas qu'est-ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 26? C'est une merveille. C'est une merveille. Parce que dit que toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'instruction élémentale et fondamentale. L'éducation a pour objet le développement intégral de la personnalité humaine et le respect aux droits de l'homme et à la liberté fondamentale. Doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié. Donc, voilà, je vous l'ai dit. Et aussi, c'est très important quand elle parle de l'université. Quand elle parle de l'université, et cette université qui a été, encore très récemment, était très classiste parce que pour aller à l'université, vous devez être proche à l'université, sinon, ou bien vous avez beaucoup d'argent, ou sinon vous ne pouvez pas suivre. Donc, il disait, tout le monde a accès à l'université en fonction du mérite. Ah, ça c'est très important. Il s'agit déjà des êtres humains qui sont émancipés, sont adultes. Et donc, pour aller à l'université, pour suivre l'université, professeur et étudiant, doit être en fonction du mérite. Non, c'est seulement pour vous dire que nous avons déjà plusieurs réponses. L'année 1989, ça j'étais présent déjà. J'étais présent. C'est le moment dans lequel Jim Grant, que c'était à ce moment l'administrateur de l'UNICEF et le fondateur de l'UNICEF. Donc il a dit, ah c'est un moment magnifique, parce que quel est le mot que tout le monde nous prend immédiatement? C'est le mot enfant. C'est les enfants. Ça, quelle que soit notre façon, c'est un enfant. Donc, il a dit, maintenant, nous avons besoin d'avoir une convention sur les droits de l'enfant. C'est une merveille. C'est une merveille. Et j'étais présent. Et je sais très bien qu'il y a seulement un pays qui n'a pas signé. Et aujourd'hui, nous avons un seul pays qui n'a pas signé. C'est le Parti républicain des États-Unis. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'était, en ce moment, un président que tout d'un coup, nous étions déjà tous là. Il y avait le roi, les empereurs, le président, tout le monde était là. Parce que c'était les enfants. Et tout d'un coup, M. Bush père dit, non, finalement, je ne vais pas signer. Mais comment? Mais si tout le monde est là. Donc, ils n'ont pas signé, comme ils n'ont pas signé les droits à l'alimentation, etc. Pourquoi? Donc, parce qu'ils n'aiment pas ni les Nations Unies, ni les droits de l'homme, ni les droits de l'homme. Et ça, c'est une chose qu'il faut savoir. L'histoire, il faut la connaître bien, parce que de cette façon, nous pouvons savoir qui sont les responsables quand nous parlons de choses comme ça. Cette convention n'a été pas signée. Obama a voulu. Plusieurs fois, il a tenté, mais on a besoin de 2 tiers, etc. Mais ça, il faut le savoir. Il faut savoir que l'année 1919, quand un autre grand président des États-Unis, Woodrow Wilson, est arrivé en France, il a dit, ah, j'ai ici la Convention. Une guerre comme la Première Guerre mondiale ne doit être jamais reproduite. Donc maintenant, j'ai ici la fondation, il avait la Convention pour la paix permanente et la création de la Société des Nations. De cette façon, désormais, on va résoudre par la parole ce que jusqu'à maintenant nous avons résolu par les armes. Et on lui dit, écoutez, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Nous sommes ici pour que les États-Unis doivent être toujours le pays le plus important pour assurer la sécurité du monde. Qu'est-ce que c'est cette histoire de la paix? Quand il est rentré aux États-Unis, comme vous savez, on a empêché que les États-Unis, qui étaient les fondateurs de la Société des Nations, appartiennent à la Société des Nations. Toutes ces choses, il faut les savoir, parce que nous avons eu toujours cet immense problème avec un parti qui pense d'une autre façon différente
et que croient que c'est à eux seulement de prendre la décision à cet égard. Je me rappelle quand les années 80, 84, 85, ils ont dit non, écoutez, tout ça des Nations Unies. Maintenant, nous allons avoir, au lieu des Nations Unies, nous souhaitons avoir des groupes qui sont des groupes plutocratiques, des groupes oligarchiques, G6 au début, G7, après G8, maintenant G20. Qu'est-ce que c'est cette histoire? 6, 7, 8 pays vont gouverner 193 pays que nous sommes aujourd'hui au monde. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc ça, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont dit maintenant, la justice sociale, toutes ces choses. Écoutez, maintenant, les marchés. Il faut être rigoureux. Moi, comme scientifique, je ne suis ni de droite, ni de gauche. Je suis un scientifique. Et comme éducateur, je ne suis ni d'un côté, ni d'une autre géométrie. Comme idéologie, oui. Mais comme éducateur et comme scientifique, la seule chose qui m'intéresse, c'est la rigueur. Et nous devons savoir la rigueur historique. Et nous devons savoir qui sont les responsables de notre position aujourd'hui et de plusieurs problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, je le répète, c'est une merveille, cette convention des droits de l'enfant. Vous voyez, il dit, l'enfant doit être éduqué dans l'esprit des idéaux proclamés par la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de dignité, tolérance, liberté, égalité, solidarité. Je vous dis tout ça parce que ce sont des choses importantes à reconnaître quand on parle maintenant. Quelle est la solution? Écoutez, nous l'avons ici. L'année 1990, nous avons eu une grande réunion. C'était la première réunion d'éducation depuis la création des Nations Unies. Donc, plusieurs années pour avoir finalement une réunion mondiale sur l'éducation. A été à Jomtien, et vous avez ici la Déclaration mondiale sur l'éducation pour tous tout au long de la vie. C'est un autre document que je pense que c'est très important à connaître. Comme est ce document, World Plan of Plan d'action mondial sur l'éducation pour les droits de l'homme et la démocratie, Montréal 1993. Plus de 5000 professeurs, instituteurs de tout le monde, sociologues, politologues, de tout le monde étaient à Montréal pour dire comment il faut éduquer pour que le respect aux droits de l'homme, pour que cette capacité de prendre dès les premiers moments cette valeur qui doit guider notre comportement quotidien. Donc voilà. L'année 1993 aussi, à Vienne, je me rappelle très bien, nous étions là à ce moment, parce qu'on avait pensé entre-temps les droits de la femme, les droits des personnes handicapées, les droits des communautés indigènes. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas encore bien prises par les... Et voilà. Dans les déclarations et programmes d'action de Vienne, vous avez toutes ces réponses. Ce sont des réponses très importantes parce qu'on voit par exemple, on a un chapitre entier dédié éducation aux droits de l'homme, par exemple. Et après, il y a une autre qui sont les droits de la femme. C'était déjà tellement nécessaire, les droits au développement. En déclaration de l'année 1994, on a réuni à 17 cultures religieuses différentes, au plus haut niveau, pas seulement interreligieuses, mais intra-religieuses. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, parfois nous avons plus de problèmes intra-religieux qu'interreligieux. Voilà. C'est une réunion dans laquelle les 17, c'était au plus haut niveau. C'était vraiment une réunion dans laquelle on avait, en commençant par le Dalai Lama, on avait des personnes de son niveau dans toutes les religions, le judaïsme, le musulman, tous. Et ils ont dit, effectivement, notre interprétation nous amène à dire que oui, que nous avons un destin commun et que la religion doit être un chemin de lumière et non pas
un chemin de ténèbres. Donc, ce sont des choses que, je les répète, voilà, année 1995, déclaration de la tolérance. C'est vraiment très intéressant. Vous voyez, la tolérance et le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'êtres humains. Elle est encouragée par la connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication et la liberté de pensée, de conscience et de croyance, la tolérance et l'harmonie dans la différence. Elle n'est pas seulement une obligation d'ordre éthique, elle est également une nécessité politique et juridique. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible et contribue à substituer une culture de la paix à la culture de la guerre. Et après, il y a la décennie internationale pour une culture de la paix et de la non-violence pour les enfants du monde. La décennie, c'était de l'année 2001 à 2010, et c'était une décision de l'Assemblée générale des Nations unies. Et après, la déclaration et plan d'action sur une culture de la paix. Je dois vous dire que cette déclaration, par exemple, sur la culture de la paix, est accompagnée de 7 programmes d'action. C'est important, par exemple, qu'on pense, qu'on parle de mesures pour promouvoir la culture de la paix par l'éducation, mesures pour promouvoir le développement social et économique soutenable, mesures pour promouvoir le respect à tous les droits de l'homme, mesures pour garantir l'égalité femmes-hommes, mesures pour promouvoir la participation démocratique, etc. Je ne veux pas vous fatiguer. Mais entre-temps, on avait déjà eu de grandes contributions. Une contribution a été... Il y avait déjà la contribution d'Edgar Faure, que je suis sûr que Edgar se rappelle très bien. Parce que Edgar Faure avait dit éducation et surtout apprendre à être. Et Jacques Delors, auquel j'ai nommé le président de cette commission l'année 1992, quand il a présenté le résultat de son travail, il nous a dit, oui, c'est apprendre à être, apprendre à connaître, apprendre à faire et apprendre à vivre ensemble. Vous voyez, ça c'est exactement un grand programme éducatif. J'ai ajouté apprendre à entreprendre, parce que je pensais que c'était aussi important d'avoir cette capacité de savoir à un moment donné, avoir le courage d'aller en avant d'une façon différente. Et aussi, l'année 1999, c'est quand Edgar Morin nous a fait de la grande contribution de laquelle je vais parler immédiatement, que s'appelle « Sept savoirs ». Mais avant de le faire, je vais aussi dire, parce que nous sommes dans une Europe aujourd'hui, une Europe, c'était une union monétaire. Quel désastre! Ça, c'est commencé la maison par le plafond. D'abord, on aurait fallu faire une union politique, une union économique et après une union monétaire. Mais on a commencé par... Bah. Mais je vais rendre hommage à tous ceux qui ont rédigé une merveille. Ça s'appelle la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Croyez-moi, c'est une merveille. Mais j'aimerais savoir quels sont les gouvernants aujourd'hui de l'Europe qui ont regardé une fois, au moins une fois, cette Charte des droits fondamentaux. C'est tellement bien faite. Elle commence précisément, chapitre 1er, dignité. L'article 1er de cette charte est la dignité humaine. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Article 2, droit à la vie. Article 3, droit à l'intégrité de la personne. D'ailleurs, quand je parle de droit à la vie, je dois vous dire que je pense que l'article 20e de la constitution actuelle du Maroc, c'est très très bien et a fait un grand progrès.
L'année 2000 aussi, la Charte de la Terre. La Charte de la Terre est un document que je pense que devrait être, dans tous les niveaux éducatifs, connu, parce qu'il y a une importance transversale. La Charte de la Terre, croyez-moi, c'est quand on nous dit, écoutez, faites attention, parce que le moment est arrivé dans lequel l'humanité doit choisir son avenir. Vous voyez, doit choisir son avenir. Et comment choisir son avenir? Pourquoi faire? Elle le dit à la fin, dit, pour un nouveau commencement. Nous devons recommencer. Nous devons recommencer. Nous sommes dans l'ère digitale, mais nous sommes aussi dans l'anthropocène. Notre comportement est déjà en train d'influencer sur l'habitabilité de la Terre pour nos enfants. Donc, ça c'est une grande responsabilité. Donc, c'est très clair, chers amis, que nous avons des points pour que notre boussole puisse nous amener dans cet changement extraordinaire. J'ai ici les 7 savoirs nécessaires à l'éducation de futur. Comme je vous disais tout à l'heure, ça était la contribution d'Edgar Morin à la réflexion internationale sur comment éduquer pour un avenir viable. Vous voyez, pour un avenir, comment éduquer? Et je dois vous dire que je pense que c'est des réflexions que tous les éducateurs, à tous les niveaux, devraient avoir présent. C'est le résultat d'une personne qui nous a donné depuis très longtemps cette capacité de réflexion. Je vais vous raconter seulement quelques de paragraphes de cet savoir. L'éducation devrait montrer et illustrer les destins à multiples faces de l'humain. Le destin de l'espèce humaine, le destin individuel, le destin social, le destin historique, tout destin entremêlé et inséparable. Ainsi, l'une des vocations essentielles de l'éducation du futur sera l'examen et l'étude de la complexité humaine. Elle débouchera sur la prise de conscience, donc la prise de connaissance, donc de conscience, des connaissances, donc de conscience de la condition humaine, à tous les humains et de la très riche et nécessaire diversité des individus, de peuples et de cultures sur notre enracinement comme citoyens de la Terre. Je pense que ça, c'est déjà voir, s'anticiper, parce que maintenant, nous sommes en train de voir comment précisément c'est cette citoyenneté mondiale, c'est déjà possible parce que tous les jeunes, tous ont la possibilité d'avoir accès à ce qui se passe dans le monde tout entier et avoir, pourtant, quand on parle du prochain, jusqu'à il fait quelques 15 ou 20 ans, le prochain, c'était le prochain, c'était dans notre entourage. Maintenant, notre entourage, c'est le monde dans son ensemble. La civilisation, née en Occident, en larguant ses amarres avec le passé, croyait se diriger vers un futur de progrès à l'infini. Celui-ci était mu par les progrès conjoints de la science, de la raison, de l'histoire, de l'économie et de la démocratie. Or, nous avons vu que le triomphe de la démocratie n'était nulle part définitivement assuré. Nous avons vu que le développement industriel pouvait entraîner des ravages culturels et des pollutions mortifères. Nous avons vu que la civilisation du bien-être pouvait produire en même temps du mal-être. Si la modernité se définit comme foi inconditionnelle dans les progrès, dans la technique, dans la science, dans le développement économique, alors cette modernité est morte. L'espérance, c'est l'éducation, ajoute-t-il, qui est à la fois transmission de l'ancienne et ouverture d'esprit pour accueillir les nouveaux, est au cœur de cette nouvelle mission. Un autre paragraphe que je pense que peut être intéressant d'entendre, c'est le suivant. Tous les humains, depuis le XXe siècle, vivent les mêmes problèmes fondamentaux de vie et de la mort et sont liés dans les mêmes communautés de destin planétaire. Aussi, nous faut-il apprendre à être là sur la planète, apprendre à être là
Cela veut dire apprendre à vivre, à partager, à communiquer, à communier. C'est ce qu'on apprenait seulement dans et par les cultures singulières. Il nous faut désormais apprendre à être, vivre, partager, communiquer, communier aussi en tant qu'humains de la planète Terre. Non plus seulement être d'une culture, mais aussi être terriens. Nous devons nous vouer, non à maîtriser, mais à aménager, améliorer, comprendre. Nous devons inscrire en nous la conscience anthropologique, la conscience écologique, la conscience civique terraine, la conscience spirituelle et l'humaine condition. Plus apprendre pour mieux comprendre. Un autre aspect que je voulais souligner, parce que je pense que c'est très important pour répondre à la question de cette conférence, dit la compréhension est à la fois moyen et fin de la communication humaine. La planète nécessite dans tous les sens de compréhension mutuelle, étant donné l'importance de l'éducation à la compréhension, à tous les niveaux éducatifs et à tous les âges, le développement de la compréhension nécessite une réforme planétaire de mentalité. Telle doit être l'œuvre pour l'éducation du futur. À la différence des sociétés démocratiques fonctionnant grâce aux libertés individuelles et à la responsabilisation des individus, les sociétés autoritaires ou totalitaires colonisent les individus qui ne sont que sujets. Dans la démocratie, l'individu est citoyen, personne juridique et responsable. D'une part, exprimant ses vœux et ses intérêts, d'autre part, responsable et solidaire de sa cité. Donc nous avons ici la grande transition qui s'approche, c'est précisément passer des sujets à citoyennes. Et cette citoyenneté sera une citoyenneté mondiale. Finalement, il dit, la régénération démocratique suppose la régénération du civisme. La régénération du civisme suppose la régénération de la solidarité et de la responsabilité, c'est-à-dire le développement de l'anthropoéthique. Moi, je pense que cette vision de l'anthropoéthique avec laquelle il finit précisément ses magnifiques contributions à l'éducation est très important. Et il a fini en disant, encore pour longtemps, l'épanouissement et la libre expression des individus constituent notre dessein éthique et politique pour la planète. Cela suppose à la fois le développement de la relation individu-société dans le sens démocratique et le développement de la relation individu-espèce dans le sens de la réalisation de l'humanité. C'est-à-dire que les individus demeurent intégrés dans le développement mutuel des termes de la triade individu, société, espèce. Nous n'avons pas les clefs qui ouvriraient les portes d'un avenir meilleur. Nous ne connaissons pas ce chemin tracé. El camino se hace al andar, cite-t-il en espagnol. C'est un poème d'Antonio Machado. Le chemin se fait quand on avance. Mais nous pouvons dégager nos finalités. La poursuite de l'hominisation en humanisation, via l'accession à la citoyenneté terrestre. Pour une communauté planétaire organisée, telle n'est pas la mission d'une véritable organisation des Nations Unies. Écoutez, cette fin, quand il parle de que pour tout cela est nécessaire, précisément, avoir un multilatéralisme démocratique, avoir une refondation des Nations Unies, sans veto. C'est fini le veto. Mais avec une voie, c'est très bien étudié déjà ce qu'il faut faire. Mais il faut refonder ce multilatéralisme démocratique. Et c'est pour ça que j'aime tellement qu'il finit précisément les 7 savoirs en disant nous avons besoin de cette Nations Unies parce que c'est tous les citoyens du monde, tous ceux qui doivent collaborer. En 2014, avec Tariq Ramadan, Edgar Morin a publié Au péril des idées, les grandes questions de notre temps. Et il l'a fait, et j'aime ça le souligner, Edgar,
à la mémoire de Montaigne, parce que moi j'aime Montaigne tellement. Il dit maître de compréhension humaine. Donc il est dédié cet entretien avec Tariq Ramadan. Et je pense que quelques de ses propos sont une contribution précieuse au dessein de l'éducation comme réponse suprême aux grands défis du XXIe siècle. Je vais seulement lire très très peu, parce que maintenant je dois déjà finir, mais ce qu'il dit par exemple. Nous vivons une profonde crise de l'enseignement. C'est selon moi un problème clé, car on n'enseigne plus les problèmes fondamentaux et globaux auxquels nous sommes confrontés. On n'enseigne pas ce que nous sommes. On n'enseigne pas vraiment ce qu'est cette mondialisation que nous subissons. On n'enseigne pas à comprendre les autres. On n'enseigne pas à affronter l'incertitude. Ah, comme j'aime ça. On n'enseigne pas à affronter l'incertitude. On introduit une morale, mais en parole. Or, c'est par l'exemple que la morale se communique. En Espagne, nous avons un refrain qui dit, un proverbe qui dit « Más vale un ejemplo que 100 sermones ». C'est meilleur un exemple qu'une centaine de sermons. On dit sermon? Non. Bien. L'important n'est pas la communication de l'information, c'est la compréhension d'autrui. Ce sont des points élémentaires pour cette boussole de laquelle je vous parlais tout à l'heure. Il dit à nouveau, mon espoir est donc l'improbable. Vous savez, quand on pense à ce que je vous disais tout à l'heure, de l'inattendu de Mandela, quand on voit l'inattendu de ce qui a fait Gorbatchev, quand on pense à tellement de choses que nous disait, ah, ça n'a pas de remède, ah, ça c'est impossible. Impossible, impossible. Ah non, maintenant le mot impossible, nous devons le retirer. Il y a tellement d'impossibles que deviennent possibles aujourd'hui. Et c'est ça, c'est cette invention différente de l'avenir, ce qui peut nous amener à avoir... Voilà ce qu'il dit, je suis en train de finir. Nous sommes entrés dans une époque agonique de l'histoire de l'humanité, agonique, c'est-à-dire des luttes presque finales entre la force de mort et la force de renaissance. C'est cela, la mondialisation actuelle. D'un côté, le pire des choses parce qu'elle conduit à ces catastrophes. D'un côté, pour la première fois, tous les êtres humains ont un destin commun, des périls communs, une volonté et peut-être un besoin de survivre commun. Je pense qu'un nouveau mouvement de fraternité est nécessaire. Voilà. C'est ça, cette mobilisation de laquelle j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, les communautés, surtout les communautés intellectuelles, les communautés littéraires, les communautés artistiques, les communautés scientifiques, les communautés académiques, doivent être à l'avant-garde de cette mobilisation. Parce que de cette façon, oui, nous pouvons aider ceux qui ont la responsabilité de gouverner. Nous pouvons les aider, pas seulement avec la connaissance, avec de bons conseils. Nous pouvons les aider à s'anticiper, être des vigiles de l'avenir. Ça, c'est la chose plus importante. Et tout ça, aujourd'hui, c'est impossible. C'est déjà possible. Pour que les impossibles deviennent possibles. Je pense qu'un nouveau mouvement de fraternité est nécessaire. Il est toujours très intéressant d'aller, dit-il plus tard, aux frontières de l'inexpliqué. C'est une autre chose qu'il faut savoir. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas aujourd'hui. Donc, explication. Donc, il faut aller jusqu'à la frontière de l'inexpliqué pour essayer de savoir comment nous pouvons avancer dans ces domaines qui sont encore sans connaître en profondeur. Mon principe premier, dit-il plus avant, est d'appartenir à l'espèce humaine, à son destin, à son aventure et de vouloir y participer d'une façon utile. Voilà mon identité. Ça, cher ami, c'est aussi notre identité. C'est l'identité que nous voulons pour nous. Oui, mesdames et messieurs, monsieur le Président, chers amis, face au fanatisme, face à tout puissant marché,
les principes démocratiques déjà évoqués, que l'acte constitutif de l'UNESCO présentait en disant ce sont les principes démocratiques qui doivent guider l'humanité. Donc maintenant nous devons dire oui, nous avons besoin de cette démocratie, de ce multilatéralisme démocratique et de cette démocratie dans notre comportement quotidien. Nous sommes, qu'on le veut reconnaître ou non, à l'ère digitale et à l'anthropocène. Et nous devons nous bénéficier des grands avantages du cyberespace, de la capacité de communication immédiate et de la connaissance immédiate. Mais en sachant qu'une chose, c'est l'information et l'autre chose, c'est la connaissance, c'est cette information réfléchie et incorporée. Et ça nous donne cette conscience globale qui nous permet d'être pas piégés dans l'uniformisation. Aujourd'hui, le pouvoir médiatique a une capacité d'uniformisation, de pensée unique. Je peux vous assurer, chers amis, j'aime beaucoup le football. Mais aujourd'hui, nous avons en Espagne football tous les jours. Et effectivement, maintenant qu'il y a cette désaffection politique et aussi religieuse, maintenant, la grande affection, c'est le football. Moi, je répète, j'aime les sports, mais il faut faire attention. José Saramago nous l'a dit d'une façon terrible, comme il disait cette chose. Il a dit, arrivera un moment dans lequel nous aurons technologie sans pensée zéro. Il faut faire attention. Il faut faire une réappropriation de notre temps. Chaque jour, seulement dédier 15 minutes. 15 minutes à être nous-mêmes. 15 minutes à réfléchir sur les choses et jamais agir au dictat d'autrui, toujours agir d'accord avec notre propre réflexion. Chers amis, d'ici quelques jours ou maintenant peut-être, on célèbre à Séoul le Forum mondial de l'éducation. Éducation pour tous, tout au long de la vie, comme établi l'année 1990 à Jomtien. La directrice générale, Mme Irina Bokova, a déclaré à cet égard le suivant. Il faut urgemment investir dans notre ressource renouvelable par excellence, l'intelligence, l'ingéniosité, la créativité humaine. Chers amis, face au mystère, c'est en majuscule comment Edgar Morin l'utilise, le mystère de la créativité. Face au mystère, nous avons le mystère de la créativité. Oui, je vais conclure avec la recommandation de toutes ces communautés qui sont capables d'inventer l'avenir. Je le disais en commençant, je disais que le passé est déjà écrit, mais que nous pouvons écrire un avenir différent. En espagnol, est très beau parce qu'on peut dire « el porvenir está por hacer ». Tout ça qui doit l'avenir est encore à bâtir. Et c'est là notre grande responsabilité. Et pour cela, nous avons aujourd'hui un grand défi. C'est la transition de la force à la parole. Toujours nous avons trouvé la solution par la force. Et par la force et par la guerre. Si vis pacem para bellum, si toi tu veux la paix, prépare la guerre. Quel est le résultat? Aujourd'hui, nous sommes ici à Marrakech. Aujourd'hui vont mourir de faim au moins 20 000 personnes au monde. C'est un génocide quotidien. Et nous regardons vers notre côté. Non, non, non. Au même temps qu'aujourd'hui, il y aura 20 000 personnes, la plus grande partie enfants, qui vont mourir de faim, nous allons investir en armement et dépenses militaires 3 milliards de dollars. Non, il faut changer. Vous voyez comme ce nouveau commencement est possible. Aujourd'hui, nous devons faire cette immense transition de la force à la parole. De la force à la parole, nous devons trouver la solution des problèmes en écoutant les autres, en avoir cette capacité de conciliation. Et pour cette transition, à l'aube du 3e millénaire, nous avons plusieurs points de repère, comme j'ai essayé de présenter aujourd'hui avec Edgar Morin au premier rang. Et nous avons aujourd'hui même annoncé une nouvelle source d'inspiration
qui vient d'apparaître s'appelle l'aventure de la méthode écrite par Edgar Morin. Voilà, aujourd'hui même. La grande aventure, il parle de l'aventure de la méthode, la grande aventure de l'humanité aujourd'hui est inventer l'avenir à l'auteur de l'égale dignité de tous les êtres humains. Je vous remercie.